Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve donc, comme tu l'as vu dans le titre, pour la deuxième partie de la vidéo j'analyse vos aliments. Donc si t'as pas vu la première partie, je te la mets dans le petit, je sais jamais où il est, voilà, comme tout le monde. Mais voilà, j'avais dû couper la vidéo en deux parce qu'elle était beaucoup trop longue, et donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie. On va aujourd'hui parler des huiles, donc surtout de l'huile d'olive et de l'huile de coco, et je vais également analyser la composition d'une pâte à tartiner de Foodspring. Donc quelques petits rappels, vous avez dans la barre d'infos les différents liens que j'ai pu utiliser pour répondre à vos questions, ou des liens tout simplement que j'ai trouvé qui pourraient vous aider à approfondir les différents termes et sujets qu'on aborde dans ces vidéos. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Je vais d'abord passer sur les huiles. La question, il me semble, c'était... Pour moi, l'huile d'olive n'est pas une huile de cuisson mais d'assaisonnement. Ton avis, l'huile de coco, je pense, plus adaptée. Donc là, je vais me focus sur l'huile d'olive et l'huile de coco qui sont selon moi les deux huiles à avoir dans votre cuisine. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce jeune homme m'a dit ça et si oui ou non il a raison. Donc, l'huile, c'est du gras. Merci Margot. Mais je pense que tu n'es pas sans savoir qu'il existe différents types de graisses. Les graisses saturées, insaturées, etc. Je vais vous faire toute une série de vidéos pour parler de ces sujets plus en détail, pour vous expliquer réellement les différences. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais simplement vous dire une seule chose, c'est que les acides gras saturés d'une ne sont pas du tout mauvaises pour votre santé, et de deux sont plus stables que les acides gras insaturés. Le pourquoi du comment, je vous l'ai dit, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Donc quand on a une huile, des huiles, ils ont un certain pourcentage d'acides gras saturés et un certain pourcentage d'acides gras insaturés. La différence entre ces deux huiles, et c'est justement ce taux-là. L'huile de coco, elle est généralement composée à quasi 90% d'acides gras saturés, alors que l'huile d'olive est composée à seulement 15% d'acides gras saturés. Donc elle est plutôt composée d'acides gras insaturés. Comme je vous l'ai dit, ce sont les acides gras saturés qui sont les plus stables, et c'est pour ça qu'effectivement l'huile de coco est plus intéressante pour la cuisson, tout simplement parce qu'elle va garder tous les bénéfices de l'huile entre guillemets, alors que l'huile d'olive, si vous faites de la cuisson avec, ce que vous pouvez quand même faire, ça reste moins intéressant parce que l'huile va s'oxyder, se transformer et du coup va perdre beaucoup de ses avantages. Voilà, je vais pas aller plus loin que ça. L'huile de coco est plus intéressante pour la cuisson, et en plus je vous conseille vraiment de goûter. Ça peut sembler bizarre au début, on peut avoir un petit peu peur parce que le goût est un peu prononcé quand même, mais moi qui ne suis pas hyper fan de la noix de coco à la base, je vous jure que c'est vraiment excellent. Et l'huile d'olive, c'est mieux de la garder du coup pour tout ce qui est assaisonnement, sauce salade, et éviter de la cuire. Maintenant, si de temps en temps vous avez envie de faire votre cuisson à l'huile d'olive, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même, seulement c'est beaucoup moins intéressant. Petite indication pour l'huile d'olive, il faut faire attention que ce soit bien une huile d'olive extra vierge, et si possible pression à froid pour avoir absolument tous les bénéfices d'une bonne huile d'olive. Dites-moi dans les commentaires avec quoi vous cuisez vos aliments, est-ce que vous saviez qu'il y avait différents types d'huile, etc. Bon, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte que je suis pas du tout allée très loin dans l'explication à propos de ces deux huiles là. Deux choses, comme je vous l'ai dit, on va avoir une vidéo qui va être consacrée aux gras, aux acides gras, etc. dans lequel je vais vous expliquer pas mal de choses normalement. Et la deuxième chose, c'est tout simplement que je me suis pas mal focus sur ces deux huiles là parce que c'était le sujet de la question, également vis-à-vis de la cuisson, mais je suis pas allée du tout loin par exemple dans les bénéfices de ces huiles. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser en commentaire et j'essaierai d'en parler dans une prochaine vidéo. Également, je n'ai pas parlé des autres huiles tout simplement parce que c'était pas le sujet de la question, mais je tenais quand même à préciser une petite chose, c'est que je vous ai dit que selon moi les deux huiles à avoir dans votre cuisine, c'est l'huile de coco et l'huile d'olive, tout simplement parce que au niveau du bénéfice-risque, ce sont les deux huiles les meilleures. Si on prend par exemple les autres huiles végétales qui fut un temps étaient hyper adorées, apparemment il y aurait quand même pas mal de controverses et de choses négatives dans ces huiles là. Donc je vais pas aller plus loin que ça, j'ai pas fait suffisamment de recherches pour pouvoir approfondir. Si ça vous intéresse que j'approfondisse ça et que je vous parle d'autres huiles, etc. Bah encore une fois, dites-le dans les commentaires, je ferai mes recherches
poussée pour vraiment pouvoir vous répondre au mieux. Mais voilà, si jamais vous consommez d'autres huiles, essayez de les consommer avec modération. Essayez vraiment de privilégier l'huile d'olive et l'huile de coco. Voilà, je vous laisse maintenant avec la suite. On va donc passer maintenant à la dernière partie de cette vidéo qui n'est autre que l'analyse de la composition des pâtes à tartiner type Foodspring. Alors pourquoi Foodspring? Parce que c'est une marque qui fait quand même fureur sur les réseaux sociaux, surtout dans le domaine du fitness et tout. Moi j'ai eu l'occasion de les goûter et j'avoue que c'est vraiment très très bon, en tout cas au goût. Donc là je vais analyser les valeurs nutritionnelles ainsi que la composition et on va voir si vraiment c'est hyper intéressant. Je sors une autre pâte à tartiner qui n'est pas Foodspring du coup. Donc là chez moi j'ai simplement de la Nocciolata Bianca. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre, on s'en fout. Donc on va commencer par regarder, voilà, donc cette pâte à tartiner qui est protéinée tout simplement, pâte à tartiner noisette et whey sans sucre ajouté. 5 balles pour 200 grammes. Ouais. Et donc les valeurs nutritionnelles, toujours comparé aux 100 grammes, hein. Des fois il y a la petite appellation par portion, mais c'est aux 100 grammes vraiment qu'il faut regarder. Pour 100 grammes on a 530 kilocalories, c'est du classique pour les pâtes à tartiner, hein. Généralement ça se situe entre 500 et il y en a certaines qui explosent au-dessus de 600. Lipides 38,7 grammes, classique aussi pour des pâtes à tartiner qui se trouvent généralement aux alentours des 30-40 grammes. Acides gras saturés, honnêtement on s'en fout. Glucides 33,2 grammes. C'est assez classique aussi, un peu bas. Et effectivement au niveau du sucre on est à seulement 7,1 grammes. Mais parce que juste en dessous on a 25 grammes de polyalcool. Les polyalcools ce sont des édulcorants donc qui vont amener ce goût sucré. Un édulcorant c'est tout simplement quelque chose qui va permettre de remplacer le sucre mais qui n'est pas calorique. On a par exemple la stevia etc. Donc c'est ce qu'on met par exemple aussi dans le coca zéro Coca Light pour remplacer le sucre et là on est sur des polyalcools, on est quand même à hauteur de 25% quoi. Et ensuite en termes de protéines effectivement on est à 21,1 grammes. En termes de composition si on regarde comme ça juste les valeurs nutritionnelles ça a l'air plutôt intéressant, notamment du coup pour la teneur en protéines, vous trouverez pas de pâte à tartiner comme ça dans le commerce, et aussi pour la faible teneur en sucre. Qui dit peu de sucre dit forcément des édulcorants, et le problème des édulcorants c'est que aujourd'hui on ne sait pas réellement si c'est bien mieux que le sucre. Par contre je vous ai trouvé un petit article sur les polyalcools que je vous mets comme je vous l'ai dit en barre d'infos, et ça témoigne que les polyalcools n'ont pas été prouvés comme néfastes sur la santé. En revanche, il vous conseille de pas trop en manger parce que sinon vous pourriez avoir des problèmes gastro, intestins, tout ça. Donc bon, c'est un choix entre guillemets, hein. Sucre ou polyalcool. Selon moi, il n'y a pas vraiment de mieux ou de pire. Maintenant, si on regarde la liste d'ingrédients, le premier ingrédient, bah forcément, c'est le polyalcool en question, donc le maltitol. L'avantage des édulcorants, c'est généralement pour les diabétiques parce que ça permet finalement de ne pas faire monter la glycémie comme le sucre le ferait, mais si vous n'êtes pas diabétique entre guillemets, choisir entre un édulcorant ou du sucre ça n'a pas vraiment d'intérêt, j'ai envie de vous dire, c'est pas magique non plus quoi. Ensuite on a un concentré de protéines de lactosérum, donc le lactosérum c'est le petit lait, tout simplement. Vous savez quand vous mangez un yaourt, la petite couche de lait qu'il y a au-dessus du yaourt, et bah c'est ça, c'est le petit lait, c'est le lactosérum. Ensuite on a de l'huile de tournesol, ensuite on retombe sur du lactosérum, et enfin en cinquième ingrédient on a de la noisette à hauteur de 6,5%. Ensuite beurre de cacao, cacao en poudre maigre, graisse de coco, émulsifiant, lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. C'est intéressant effectivement si on regarde la hauteur de protéines dans le produit. C'est une pâte à tartiner lambda, hein, entre guillemets, qui vous offre un petit peu plus de protéines et qui remplace le sucre par des édulcorants. Si encore une fois vous êtes diabétique par exemple, cette pâte à tartiner va être plus intéressante qu'une pâte à tartiner du commerce. Si vous recherchez quelque chose qui est protéiné, ça peut être également intéressant. Maintenant, si vous avez votre total calorique journalier avec des aliments
normaux. Acheter ce genre de pâte à tartiner n'a pas vraiment grand intérêt. La composition n'est pas plus clean, la composition n'est pas plus dégueu non plus. Mais si par exemple on regarde comparé à celle-ci, il y a plus de sucre, il y a moins de protéines, mais les protéines sont quand même à hauteur de 13 grammes. Et en termes de composition, on a quand même la noisette en premier ingrédient dans celle-ci. Donc, je ne ferai pas forcément de conclusion sur cette pâte à tartiner. Je pense simplement que c'est un choix de votre part. Est-ce que vous préférez consommer des pâtes à tartiner qui sont sucrées avec du vrai sucre, ou est-ce que vous préférez consommer des édulcorants? Ce que j'aimerais préciser quand même, c'est que la pâte à tartiner Food Spring est légèrement plus chimique entre guillemets que la pâte à tartiner Nocciolata par exemple. On peut juste se rendre compte de ça vis-à-vis par exemple de la noisette qui est le premier ingrédient de la Nocciolata, alors que sur la pâte à tartiner Food Spring, c'est à la fin, tu vois. Comme le cacao d'ailleurs, tout est à la fin et les premiers ingrédients ça reste la protéine. Donc c'est intéressant parce que du coup si vous n'avez pas votre apport en protéines dans la journée, ça peut être cool, ça va vous apporter des protéines. C'est le même principe entre guillemets que de prendre des protéines en poudre et de les ajouter avec un shaker ou dans vos pancakes, etc. Là vous avez directement les protéines dans la pâte à tartiner. Mais ce que je veux dire c'est que si jamais vous avez déjà votre apport en protéines journalier, si vous n'êtes pas diabétique également, la pâte à tartiner Food Spring, bon elle est très bonne par contre, mais au-delà de ça elle n'est pas plus intéressante que la Nocciolata par exemple. Voire même elle est un petit peu moins naturelle. Donc moi qui ai tendance à vouloir rechercher le maximum de naturalité, de brut dans mes aliments, j'aurais tendance à privilégier la Nocciolata. Mais encore une fois, ça dépend de votre alimentation et de vos objectifs. Ce que j'ai envie de faire passer aussi via cette vidéo là, ce genre de vidéo là, c'est qu'il faut faire attention à la composition et à bien sélectionner nos produits, mais que consommer certaines choses, ce n'est pas très grave. Si vous préférez les pâtes à tartiner du commerce aux pâtes à tartiner Food Spring, c'est très très bien comme ça. Si vous préférez les pâtes à tartiner Food Spring, c'est très très bien comme ça également. La dernière chose que j'aimerais dire dans cette vidéo, c'est tout simplement que rien n'est mauvais en soi. Il faut absolument essayer de consommer de tout et il ne faut pas diaboliser tout, il ne faut rien diaboliser en fait. Il ne faut pas diaboliser le sucre, il ne faut pas diaboliser les édulcorants. Il faut déjà chercher à avoir toujours la meilleure qualité des trucs en question, mais surtout il faut savoir équilibrer la consommation de tout ce que l'on mange. Sur ce, ça fait 1 heure que je tourne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à me balancer vos questions ou que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes en commentaire, en DM Insta ou via mail. Dites-moi si ce format de vidéo là vous plaît. Et voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.